Bonjour à tous. Merci, Monsieur l'abbé. Vous m'entendez bien? Merci, Monsieur l'abbé. Merci à tous. Merci à Annie Laurent aussi, qui me fait l'honneur d'être au deuxième rang. Je l'ai connu au Liban il y a très longtemps et je lui dois beaucoup parce qu'il m'avait mis le pied à l'étrier pour comprendre le maronitisme politique. Et j'ai une grande gratitude vers cette grande dame qui a fait un travail extrêmement important de pédagogie, sans haine, sans caricature, avec du sérieux. Et on a la même méthode. Moi, mon but, c'est pas de faire de la géopolitique engagée, partisane, même si on a tous nos orientations. Je vais essayer de vous faire comprendre un peu ce qui se passe. Mais en prélude, ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine n'est pas si éloigné. Beaucoup, notamment notre cher président, aimeraient faire en sorte que l'ennemi russe chasse la perception du danger qui vient du Sud, qui lui est en train de conquérir, et pas à cause de lui, à cause du reniement des Occidentaux, ce danger qui vient du Sud, l'islamisme, est en train de conquérir notre continent, petit à petit, tranquillement, dans la théorie un peu du jeu de Go à la chinoise, c'est-à-dire tranquillement, voilà, sans guerre, de manière sociologique, démographique, idéologique. Et pendant que le véritable ennemi civilisationnel est en train de grignoter la civilisation occidentale qui renie elle-même son précaré, eh bien, telle la progression des Arabes, puis ensuite des Turcs à l'époque de l'Empire byzantin et de l'Empire perse, et de la division plus tard entre l'Empire byzantin, enfin romain d'Orient, gréco-romain d'Orient, et les nations d'Occident post-Empire romain d'Occident, eh bien, on a le même schéma. On a des Occidentaux qui s'entre-déchirent avec des chrétiens orientaux. Les deux poumons de notre civilisation sont en train de s'entre-déchirer sur le limès ukrainien ou l'abcès de fixation ukrainien, et ça ne va bénéficier, ça c'est vraiment très rapidement ce que je veux dire, ça ne va pouvoir être bénéfique que, et surtout, premièrement, pour les Chinois qui ont déjà raflé une partie de la mise, puisqu'ils augmentent les tarifs des produits qu'ils vont exporter à la Russie, et ils vont prendre la plupart des marchés que les entreprises françaises et européennes seront obligées de quitter. Et bien entendu, deuxième bénéficiaire, le monde islamique, croyez-moi, les islamistes de tout poil, politiques, djihadistes, au pouvoir ou pas, se frottent les mains. Mais qu'est-ce qu'ils sont stupides, ces blancs occidentaux chrétiens. Ils sont en train de s'entre-déchirer. Ils sont au bord d'une guerre nucléaire en Eurasie, pendant qu'en fait, on est en train de grignoter leur espace de souveraineté et leur civilisation. C'est extraordinaire. Et au même moment, d'ailleurs, on parlait hier soir avec l'abbé du sac de Constantinople, que les Russes, qui se considèrent comme la troisième Rome, nous reprochent encore aujourd'hui. Ça paraît difficile à croire, mais moi, quand je vais en Grèce, en Serbie, enfin quand j'allais en Grèce, en Serbie ou en Russie, quand j'avais des missions, quand j'étais fonctionnaire, j'allais souvent dans ces pays, j'étais toujours fasciné de voir qu'on nous reprochait systématiquement au début de chaque conférence géopolitique, oui, vous avez rasé Constantinople en 1204. Donc on est encore dans des rancunes civilisationnelles énormes entre Occident chrétien et Orient chrétien. Ce que j'appelle Orient chrétien, c'est post-byzantin, c'est-à-dire la troisième Rome, c'est-à-dire la Russie, parce que la Russie aujourd'hui, néo-orthodoxe, se voit comme l'héritier de Byzance que nous aurions abandonné, saccagé, etc., dans une logique de trahison civilisationnelle. Vous voyez comme depuis 1204, finalement rien n'a vraiment changé, et s'est ajouté à cela, bien sûr, la guerre froide qui a introduit des rancunes énormes. Petite anecdote, quand j'étais au secrétariat général à la Défense nationale, mon supérieur, dès qu'on parlait de la Russie, il disait « il faut faire chier les Popov ». Ça paraît assez primaire, quelqu'un d'intelligent, un analyste du renseignement, mais il devenait primaire dès qu'on parlait de la Russie. Et ça fait 30 ans que l'Occident, plutôt que de recevoir la main que tendait un Poutine qui au départ était plutôt libéral, l'Occident a sous-estimé cette nation qui avait aussi des relents dangereux. Et comme le disait, et là ce sera ma conclusion sur cette intro hors sujet, George Kennan, le concepteur du containment, du fameux endiguement, George Kennan, enfin, l'homme qui a conçu l'endiguement de la Russie soviétique, ou plutôt de l'URSS. Il disait à la fin de sa vie, j'ai été le maître d'œuvre de l'endiguement de l'URSS, mais je vous assure, il disait ça dans les années 90 puis 2000, vous faites une erreur absolue à rejeter systématiquement la Russie de tout espace occidental, car vous allez réveiller les tendances les plus occidentales, les plus radicales en Russie, et en plus, au niveau interne, vous allez susciter, vous allez légitimer ceux qui, au sein du pouvoir russe, sont les moins démocrates. Réussi. Donc, ce n'est pas un pro-russe qui l'a dit, c'est George Kennan.
que l'on pouvait qualifier pendant des années de russophobe, qui était comme Kissinger ou comme Brzezinski, Zbigniew Brzezinski, qui avait écrit Le Grand Échiquier en 97, qui pourtant était russophobe d'origine polonaise, de même que Blinken, l'actuel ministre des Affaires étrangères américain, est d'origine ukrainienne. On a vraiment un malentendu absolument énorme, mais même des gens comme Kissinger, Brzezinski ou George Kennan ont tous les trois hommes de la guerre froide qui ont lutté contre la Russie soviétique, les trois ont dit à la fin de leur vie, sauf pour Kissinger, mais, qui n'est pas mort, mais les deux autres sont morts, ils ont tous les trois dit que c'était une erreur absolue, ce rejet de la Russie. Ça ne justifie absolument pas, bien sûr, l'invasion de l'Ukraine, que personnellement je condamne totalement, et je pense que Poutine a fait quelque chose qui est extrêmement grave, mais ça ne veut pas dire que l'on justifie quand on veut comprendre. Et il est grave qu'aujourd'hui, dans les médias, on essaie de diaboliser tous ceux qui essaient de comprendre alors qu'ils n'ont pas justifié. Voilà, c'était juste. Mais pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que c'est lié. Dans un autre de mes livres, Les vrais ennemis de l'Occident, il y avait la moitié sur l'islamisme et la moitié sur le malentendu Russie-Occident. On m'a dit, mais tu aurais pu faire deux livres. Pourquoi un très très gros livre avec à la fois le sujet Russie-Occident, guerre froide, néo-guerre froide, etc. et islamisme radical? Parce que c'est lié. C'est parce qu'on a voulu continuer à considérer la Russie comme l'ennemi principal qu'on a excité ces tendances les plus radicales. Et la Russie aujourd'hui est vraiment devenue un ennemi. La Russie est alliée à tous les États qui détestent l'Occident, du Venezuela, la Corée du Nord, en passant par Cuba et la Chine et d'autres, et l'Iran. D'ailleurs, elle se rapproche de l'Iran depuis encore hier, encore plus. Donc ça, c'est quelque chose qui est tout à fait évident. Cette Russie est de plus en plus un ennemi de l'Occident parce que l'Occident l'a considérée comme telle alors qu'elle n'était plus du tout marxiste. Petite parenthèse, la preuve que la Russie n'est plus marxiste, on paye 13% de flat tax en Russie. Vous avez bien entendu, alors qu'en France, on est à peu près à 55% si on compte tout. En Russie, j'ai des amis qui ont immigré en Russie il y a 15 ans, ils sont passés de 55% à 13%. Alors quand on nous dit que la Russie est soviétique et ça justifierait le fait de l'avoir rejetée du monde occidental, c'est une erreur absolue. La Russie est devenue plutôt oligarcho-capitaliste ou un capitalisme oligarchique, kleptocrate si vous voulez, mais ce n'est pas du tout l'Union soviétique. Mais ça, on n'a pas voulu l'écouter et c'est lié avec l'islamisme, puisque quand on focalise, l'être humain marche par association. Vous savez, les spécialistes du cerveau le disent, quand on focalise sur quelque chose, on ne voit pas ce qui se passe à côté. Je le fais souvent sur les conférences relatives à la manipulation. Je montre un test sur Internet que l'on trouve facilement, Awareness Test. Et on voit des gens qui jouent avec un ballon blanc. Il faut compter le nombre de ballons blancs qui passent. Mais personne ne voit un type déguisé en ours ridicule qui passe au moment, parce que c'est un test très intéressant qui vous montre comment on est désinformé. La désinformation, ça vient aussi de nous-mêmes. Si je focalise l'attention sur les ballons blancs, et il faut compter combien de ballons blancs de l'équipe en t-shirt blanc, eh bien, personne ne voit deux fois l'ours qui passe, un faux ours. Et c'est pareil pour la géopolitique. Si on nous parle que de l'ennemi russe depuis toujours, personne ne voit l'ennemi islamiste. Et même quand on le voit, l'être humain a cette faculté schizophrénique à ne pas voir ce qu'il voit, ou à croire ce qu'il ne croit pas, ou à faire ce qu'il ne veut pas faire et à aimer ce qu'il n'aime pas. Bon, l'être humain est quand même assez spécial, mais tous les professionnels de la manipulation savent que l'être humain a un gros problème mental. Il marche par association, il est binaire, il est manichéen, et il est le premier à s'intoxiquer lui-même. Donc il ne faut pas accuser l'autre. Quand la désinformation fonctionne, c'est aussi parce que nos biais cognitifs, comme on dit en sciences sociales, nous font littéralement bugger. Donc voilà, on n'a pas vu l'ennemi islamiste parce qu'on a fixé sur l'ennemi russe. Et les Américains n'avaient aucun intérêt à ce qu'on voit vraiment l'ennemi islamiste. Même quand ils ont été bombardés le 11 septembre, c'était quand même des gens qu'ils avaient entraînés avec la CIA. Il faut savoir que le premier concepteur de l'attentat du 11 septembre, enfin plutôt des tours jumelles en 93, il avait eu sa green card, alors on dira sa carte verte de citoyen accepté tout à fait légalement. Donc vous voyez, c'est lié. L'histoire de l'islamisme, elle est intimement liée avec les États-Unis et leur stratégie anti-russe. Comment est né Al-Qaïda? Et je vais venir ensuite au vif du sujet. Al-Qaïda est né d'une collaboration, une sorte de joint venture, comme on dit en commerce, une collaboration entre le Pakistan, qui a créé les talibans et qui a co-créé Al-Qaïda avec les services secrets pakistanais militaires, l'ISI, un appui des frères musulmans qui a mené les masses de volontaires du monde entier, notamment du monde arabe, et bien sûr l'Arabie saoudite. J'ai eu l'honneur un jour, dans un dîner, d'écouter un témoin oculaire saoudien qui s'est vanté, un homme des services saoudiens, qui s'est vanté, oui, c'est moi qui l'ai choisi, on l'a envoyé en Afghanistan pour combattre les Russes.
Donc vous voyez, c'est très lié, tout est lié. En fait, en géopolitique, on doit faire comme en médecine, on doit être holistique. On ne peut pas avoir un seul sujet, tout est lié. Donc l'ennemi russe, depuis la guerre froide et après la guerre froide, a empêché de voir l'ennemi islamiste, puisque justement, on a contribué à faire éclore la menace islamiste devenue djihadiste pour lutter contre les Russes. Et donc, il est absolument logique qu'au moment où l'Europe est en quasi-guerre presque directe avec la Russie, puisqu'on arme les belligérants, donc on est de facto en guerre avec la Russie. En fait, c'est une façon de dire la vraie menace, ce n'est pas du tout celle que pensent les méchants populistes, la vraie menace, c'est la Russie. Donc les Américains ont gagné, c'est ce qu'ils ont toujours voulu faire, utiliser l'islamisme comme un bélier pour détruire les souverainetés des États dont ils veulent faire des colonies, et c'est l'une des raisons, pas la seule, structurelle, pour laquelle il est impossible de lutter contre l'islamisme, puisque les financiers des frères musulmans, première partie de mon sujet, c'est le Qatar et la Turquie membre de l'OTAN, et le Qatar où il y a des bases américaines. Donc, et deuxième financier des frères musulmans, c'est le Koweït, que nous avons libéré contre l'État laïque Saddam Hussein. Donc Koweït, Qatar, c'est les deux plus grands financiers des frères musulmans. Troisième protecteur des frères musulmans, plutôt politique, la Turquie, membre de l'OTAN. Comment voulez-vous lutter contre des islamistes, premièrement frères musulmans, ou deuxièmement salafistes? Les salafistes, c'est les saoudiens, alors que tous les parrains, protecteurs financiers des frères musulmans et des salafistes, ou leurs maîtres d'œuvre, ou leurs patrons, ce sont tous des alliés de l'Occident. L'Occident ne peut pas lutter contre une menace, puisque cette menace, elle est exportée, elle est financée, elle est entraînée, elle est pilotée, elle est même conçue idéologiquement par nos alliés. Nous avons comme alliés économiques et stratégiques des ennemis civilisationnels, des ennemis identitaires. Et pour conclure sur cette longue introduction, c'est pour ça que ma méthode de géopolitique, que j'exprime dans mon dernier ouvrage avec l'ancien président de la Sorbonne, Jacques Sopelsa, eh bien nous montrons que la géopolitique, on a trop souvent voulu la séparer de l'identité, des phénomènes, ce qu'on appelle en géopolitique les représentations identitaires. Si vous coupez la géopolitique, l'analyse de l'ennemi et de l'ami, l'analyse de ce qui doit être considéré comme conforme à notre intérêt national ou pas, si ça, on le découple, si on le sépare totalement de préoccupations identitaires, civilisationnelles, culturelles, religieuses, on aboutit à une incapacité structurelle, systémique, à ne pas pouvoir combattre un ennemi déclaré. Le Qatar, le Koweït, finance, organise, envoie, paye nos ennemis déclarés. Mais le Qatar reste notre ami. Et il n'y aura jamais de sanctions contre le Qatar, même quand il finance des djihadistes pour tuer nos soldats au Mali ou ailleurs. Alors ça paraît extrêmement paradoxal, mais ça explique beaucoup de choses, y compris l'actualité. Vous voyez, l'Ukraine n'est pas si loin de notre sujet. Et pour terminer sur le lien entre deux sujets apparemment différents, en Ukraine sont arrivés depuis 2014 de nombreux djihadistes de Syrie, puisqu'ils ont le même ennemi, la Russie. Et oui, la géopolitique, parfois, c'est extrêmement bête, voire primaire. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. Nous sommes en guerre contre les méchants russes, et je comprends qu'un Ukrainien considère le russe comme son ennemi, bien sûr. Et si la Russie est notre ennemi, l'Azerbaïdjan est notre ami. La Turquie d'Erdogan, qui n'est pas un vrai ami de la Russie, est notre ami. Les djihadistes de Syrie qui ont combattu les Russes à Alep ou ailleurs, ce sont nos amis. Et tous les djihadistes du Caucase qui détestent les Russes, parce qu'il n'y a pas que des Tchétchènes, que du côté russe. Aujourd'hui en Ukraine, il y a plein de Tchétchènes côté ukrainien. Les Tchétchènes pro-Kadyrov, pro-russes, sont envoyés par l'armée russe pour combattre les Ukrainiens. Mais les Tchétchènes anti-russes qui habitent dans le Daghestan, qui habitent en Géorgie, dans la Pankissi, ou qui habitent en Ingouchie, ou qui sont allés en Syrie, eux, ils sont du côté de Zelensky. Zelensky a recruté dans les légions nazies Azov, c'est un bataillon tout à fait officiel, et ce n'est pas de la propagande russe, hein, ça ne justifie encore pas du tout l'invasion ukrainienne. C'est juste que c'est vrai. Il y a un bataillon Azov, créés par des mouvements néo-nazis qui ne sont pas néo-nazis comme on le dit pour discréditer un adversaire, ils ont carrément une svastika. Eh bien, ces nazis de la Légion Azov ont recruté plein de djihadistes qu'ils ont intégrés dans leur bataillon. Donc on peut dire que c'est des bataillons islamo-nazis. Donc vous voyez, le fait, quand on a fixé sur l'ennemi russe, on ne peut que être finalement pas trop regardant sur l'ennemi civilisationnel, islamo-turco-arabo-islamiste. Voilà. Donc j'en viens au cœur du sujet, les frères musulmans. Les salafistes. Qu'est-ce que les frères musulmans? Qu'est-ce que sont les salafistes? Je dirais que, pour commencer, on a deux mamelles de l'islamisme radical, même s'il y en a d'autres, mais les deux mamelles ou les deux poumons d'une même matrice, ce sont premièrement les frères musulmans qu'on appelle le salafisme réformiste,
islahiste ou le néo-salafisme ou le salafisme réformiste. Donc déjà, quand les médias nous disent les salafistes et les frères musulmans, c'est complètement fou. C'est comme si vous disiez les nazis et les admirateurs d'Hitler. C'est la même chose. Ce sont tous des salafistes, sauf que les frères musulmans, c'est les salafistes en cravate qui vont ménager la chèvre le sou. Ils sont un peu moins anti-chiites que les salafistes orthodoxes, mais ils viennent de la même doctrine hanbalite, les mêmes références à Ibn Taymiyyah, on verra plus tard. C'est la même idéologie. Ils ont été des admirateurs de l'Arabie saoudite pendant très longtemps avant de couper avec eux. C'est la même référence doctrinale. C'est du salafisme. D'ailleurs, les conférences des grands salafistes, Saïd Ramadan ou son fils Tariq Ramadan, ou même Hassan al-Banna ou Saïd Qutb, tous en arabe utilisent le mot salafiyya. Il n'y a que la presse occidentale qui fait croire que les frères musulmans, ce serait presque une solution contre les salafistes. C'est ce qu'ils veulent faire aujourd'hui avec le nouvel islam de France. En gros, on nous vend des frères musulmans édulcorés pour lutter contre les salafistes. Ouais, c'est assez paradoxal, mais la force des frères musulmans, c'est un salafiste qui fait oublier qu'il est salafiste, un islamiste qui fait oublier qu'il est islamiste, et qui en fait nous dit, et c'est assez intelligent, puisque nous, on est des salafistes un peu en cravate, un peu plus politiques, un peu moins djihadistes, on a des liens avec le djihadisme, mais pas en Europe. Toute la subtilité des frères musulmans, c'est de dire, puisque l'Europe, elle n'est plus vraiment chrétienne, et comme elle n'est plus chrétienne assumée, elle ne fait pas obstacle à notre prosélytisme, notre da'wa. Dès lors que l'Europe ne fait pas obstacle à notre da'wa, notre prosélytisme, eh bien finalement l'Europe doit être déclarée non plus comme terre de la guerre, Dar el-Harb, parce que normalement l'islam prévoit Dar el-Islam, Dar el-Harb, l'Europe est Dar el-Da'wa ou Dar el-Shahada. C'est la terre de l'annonce, de la prédication ou du témoignage. Si l'Europe n'est pas vraiment terre de la guerre, effectivement, il ne faut pas faire de djihad en Europe. C'est comme ça que les frères musulmans, qui sont une branche du salafisme anti-occidental, qui veulent rétablir le califat, c'est dans leur texte fondateur, il n'y a aucun doute là-dessus, ce n'est pas une interprétation d'Elval, ils sont vraiment adhérents d'une idéologie qui est la même que les salafistes djihadistes. Mais eux pensent que le djihadisme doit être utilisé que dans certains cas. Par exemple, en Israël, la branche officielle des frères musulmans, c'est un mouvement islamiste qui a inauguré d'ailleurs les attentats suicides qui viennent au fait, au départ, ça venait des chiites. Les premiers sunnites qui l'ont utilisé comme modus vivendi, c'était les frères musulmans palestiniens. C'est la branche frères musulmans palestiniens qu'on appelle le fameux Hamas. Donc la preuve, les frères musulmans ne sont pas anti-djihadistes, mais ils ont réussi à faire croire aux Européens qu'ils étaient modérés, parce qu'en définissant l'Europe, qui se renie elle-même comme non dangereuse, donc plus vraiment Dar el-Harb, mais devenue terre du témoignage, ils mentent sans mentir. Quand ils disent « nous sommes vos amis, nous sommes contre le djihad ». Ils ne précisent pas qu'ils sont contre le djihadisme ici, tant que nous sommes cool avec eux, tant que nous sommes perméables, réceptifs à leur prosélytisme, sans exiger en retour un prosélytisme chrétien en terre chrétienne, ça remplit la condition de la charia qui fait que vous êtes vraiment un ennemi si vous pouvez représenter un danger prosélyte et si vous n'acceptez pas la supériorité de l'islam. Mais quand l'Europe accepte le prosélytisme musulman, islamiste, et même qu'elle le finance avec des deniers publics, et en échange elle ne demande rien en réciprocité, eh bien les juristes des frères musulmans se sont dit, finalement, même si ce n'est pas orthodoxe, c'est comme si on respectait la charia, c'est comme si le chrétien payait le tribut et acceptait son statut d'inférieur, puisqu'il accepte un statut d'unilatéralité, de non-réciprocité. De facto, il considère l'islam supérieur, puisqu'il accepte de financer le prosélytisme musulman dans sa terre chrétienne, sans aucune réciprocité en échange. Extraordinaire. Et c'est comme ça que les juristes des frères musulmans, notamment Qardawi, ont dit depuis quelques années, l'Europe, elle est non seulement terre du témoignage, elle n'est plus terre de la guerre, mais elle est même un endroit où on peut presque réussir à faire une charia de minorité. Terme qui plaît beaucoup à Tarek Oubrou, que Annie Laurent a bien étudié. La charia de minorité, ça veut dire quoi? Puisque l'Europe est cool, elle est ethno-différentialiste, elle est woke, elle donne plein de droits à des minorités diverses et variées, des woke LGBTistes jusqu'aux pires islamistes, une énorme contradiction. D'ailleurs, on voit beaucoup de LGBTistes qui défilent avec des femmes voilées. L'idée, c'est quoi? Chacun choisit son mode de vie. Et les frères musulmans sont très malins, d'où leur alliance avec la gauche et l'extrême gauche. Ils se font passer pour des islamistes pas dangereux. Vous inquiétez pas, mes créants, nous, on est islamistes qu'entre nous. On va être rigoureux avec nos femmes, elles doivent être vierges, ceci, cela, les hommes, ceci. Là. Nous, on peut battre nos femmes, mais c'est qu'entre nous.
Vous inquiétez pas, si dans le quartier d'à côté, Bobo, il y a plein de LGBT, aucun problème. Au contraire, on ira même défiler avec elle contre le mécréant réactionnaire de droite. Pour l'ouverture des frontières, on sera avec eux. Et c'est ce que fait des frères musulmans dans leur site internet AJ+, qui est la branche internet de Al Jazeera. On voit un discours extraordinaire de frères musulmans payés par le Qatar, un pays où l'homosexualité est punie de mort, mais on voit des gens qui vous font l'apologie du wokisme, du LGBTisme, et de tout ce qui est culture différentielle, minoritariste. Donc c'est très habile. De même que Erdogan, lorsqu'il est arrivé au pouvoir en 2002, novembre 2002, son slogan à l'époque c'était « le foulard ou la mini-jupe, chacun a le droit de choisir ». C'était très malin. C'était pour rassurer l'occidental. En gros, ça veut dire quoi? Nous, on n'est pas contre la mini-jupe. C'est juste une question de choix. Il y aura une mini-jupe et dans le quartier d'à côté, on sera entièrement voilé. On est vraiment super cool. On est dans la mode du minoritarisme, de cette fragmentation, cette société inclusive où chacun choisit sa civilisation à la carte. Vous allez au Canada, ils sont en avance. Hein. Au Canada, vous avez un quartier juif super juif, un quartier musulman très musulman, un quartier bobo, vous avez un quartier aussi sikh, qui ont été électoralement très utiles à Trudeau, etc. C'est la société qu'on nous vend pour le futur. Et nos mondialistes qui sont à la tête des grandes multinationales pensent que la matière va intégrer tout ça. Grâce à la consommation, à Nike et aux applications et au capitalisme, tout cela a l'air d'être fragmenté, mais finalement, on va être unis par la consommation et tout le monde va être dilué, un moment aspiré par cette merveilleuse possibilité de se rassembler qu'est le consumérisme. À mon avis, c'est une erreur. Car comme l'a bien montré Jean-Pierre Péroncé-Lugos dans Le Radeau de Mahomet, on parlait de lui tout à l'heure avec Annie Laurent, un homme qui a écrit un livre extraordinaire, Le Radeau de Mahomet, il montrait l'islamisme peut être dans une société multiculturelle décadente selon ses références et perverse, comme un canard dans l'eau. Il est dans l'eau, mais il est absolument étanche. Et c'est-à-dire que ce qu'ont sous-estimé nos multiculturalistes, c'est qu'ils jouent le jeu du multiculturalisme, mais ce n'est pas sûr qu'ils en soient les perdants, parce qu'ils ne se diluent pas. Ils ont même plutôt tendance à augmenter. Une dame qui a témoigné hier, qui était convertie au christianisme et qui était musulmane jeune, nous disait, à son époque, il n'y avait pas de boucherie halal, il n'y avait pas d'exigence halal dans les universités, les cantines, il n'y avait pas tout ce communautarisme, c'était un islam du charbonnier, superstitieux, comme elle disait, c'est très vrai. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus d'islamisme frériste aujourd'hui que quand j'étais jeune. Mais beaucoup plus, c'est même pas comparable, il n'y en avait pas à l'époque. Donc ça c'est intéressant. On a parlé des frères musulmans. Pour terminer sur eux, les frères musulmans c'est le néo-salafisme. 1928, Hassan el-Banna, le grand-père de Tariq Ramadan qui a créé cette organisation. Et il faut savoir la généalogie. Hassan el-Banna, il était l'héritier de Rachid Rida, qui était un héritier lui-même du salafisme soi-disant réformiste du 19e siècle et du 20e siècle, qui prônait un retour de l'empire musulman, mais par une sorte de lutte contre les superstitions, un retour à un islam pur, qui serait soi-disant une réforme, mais en revenant dans des références passées, dans une logique anticolonialiste. Les frères musulmans donc sont nés dans une logique anticolonialiste, influencés par un salafisme réformiste, c'est-à-dire habile, plus ouvert que le salafisme originel saoudien, et leur but, c'est de lutter contre la mécréance, la laïcité. Empêcher la laïcité des pays musulmans, c'était le but numéro 1 de Hassan el-Banna, parce que Hassan el-Banna était intelligent, on ne va pas rétablir le califat comme ça. On est envahi par des colonisateurs, et on a des traîtres chez nous, qui sont des chrétiens d'Orient, des communistes, des laïcs, des progressistes, des francs-maçons. Il y a plein de gens chez nous qui vont pérenniser les valeurs laïques du chrétien, du mécréant. Et donc, ils ont le manche, ils ont le pouvoir. On ne pourra pas tout de suite établir le califat. Contrairement aux djihadistes salafistes, nous, les frères musulmans, on va établir le califat sur terre par étapes, progressivement, par le bas, par les agriculteurs, les instituteurs, les petits-enfants, les écoles maternelles, mais on commence carrément à la maternelle. On commence là où c'est le plus malléable, vraiment la petite enfance, et dans les milieux humbles, avec la charité, les ONG, les associations de secours populaires, humanitaires, etc. Et ça a marché. Pourquoi ça a marché? On me dit toujours, l'islam a échoué, c'est pas vrai. Non, l'islam a échoué parce qu'il y a eu des dictatures et des coups d'État. Mais s'il n'y avait pas de coup d'État en Égypte, les frères musulmans avaient gagné haut la main les élections, et même un référendum à 80% sur le retour de la charia comme source de la loi, en Maroc aussi, en Tunisie aussi. D'ailleurs, récemment en Tunisie, les frères musulmans ont été éjectés du Parlement sur décision du président
au nom d'un article qui permet de supprimer la liberté d'expression et électorale des députés. C'est pas du tout. Donc quand l'islamisme triomphe dans les pays musulmans, c'est pas que le djihadisme. Avec les frères musulmans, cette stratégie par le bas de conquête des cœurs, c'est le plus important. Les frères musulmans gagneraient les élections dans la plupart des pays arabes aujourd'hui s'il y avait des vraies démocraties. Et on remarque que là où les islamistes perdent du terrain, c'est quand il y a des dictateurs ou des gens très autoritaires à la Sisi qui gagnent les élections à 95%, et ce n'est pas du tout démocratique. Ce n'est pas rassurant. Ça veut dire que l'islamisme a gagné les cœurs, et c'est l'autoritarisme qui fait reculer les islamistes, ce n'est pas du tout les élections. Et donc, c'est important pour nous en géopolitique, quand quelqu'un gagne les cœurs, il ne faut pas le sous-estimer. Ce n'est pas parce qu'il est interdit qu'il va disparaître. Au contraire, en Égypte, un seul témoignage, un de mes étudiants égyptiens me disait il n'y a pas très longtemps, moi j'étais frère musulman politique, pour l'islam politique, les frères musulmans c'est l'islam politique. Je répète, ils sont djihadistes que dans certains endroits, dans certaines conditions. Quand ils peuvent réussir sans violence, ils préfèrent. C'est pour ça qu'on les appelle islam politique. Les frères musulmans, en gros, c'est l'islam politique qui est djihadiste quand il n'a pas le choix. Et son but, c'est le califat, comme les djihadistes, sauf que si on peut y arriver de manière, la conquête des cœurs, de manière électorale ou politique, on va essayer. La seule différence avec les salafistes, deuxième sujet que je dois traiter, enfin sous-sujet, les salafistes, ça vient d'un mot, salaf, hein, les deux sont salafistes, mais les salafistes purs et durs, ça vient de salaf, es-salaf, c'est-à-dire les pieux prédécesseurs. L'idée du salafisme, c'est qu'un bon musulman ne peut être pur et un vrai musulman que s'il renonce à toutes les traditions, toute forme d'association, le shirk, et il doit absolument arriver à imiter les compagnons du prophète et 2 générations juste après, et c'est tout. La période des compagnons du prophète lui-même et de ses successeurs assez immédiats, ils étaient parfaits. Pourquoi ? Le supposé, en plus, c'est qu'ils étaient parfaits parce qu'ils étaient capables de donner leur vie pour étendre le règne de l'islam. C'était à la fois des gens très pieux, mais totalement convaincus qu'ils devaient avancer, et c'est eux qui, de manière héroïque, en très peu de temps, ont étendu la terre de l'islam, qui n'était pas grand-chose, à toute l'Arabie, ensuite le Moyen-Orient, puis le Maghreb, puis l'Espagne, et jusqu'aux portes de l'Inde, enfin jusqu'aux Indes. Donc l'idée, c'est de retrouver la combativité et la foi pure, intransigeante, extrêmement prosélyte, des successeurs immédiats de Mahomet et de Mahomet. Donc un islam du 7e siècle. C'est pour ça que les salafistes n'ont pas de moustache, mais une grande barbe, parce qu'il paraît que Mahomet avait une grande barbe, pas de moustache. Ils montrent le bas des mollets, parce qu'il paraît que Mahomet n'aurait jamais caché le mollet. C'est en fait de l'imitation un peu obsessionnelle, ritualiste, et on reconnaît les salafistes par leur comportement, sauf le djihadiste qui, lui, a le droit de se masquer. Le taqiya, le djihadiste, lui, il a le droit d'avoir l'air rasé, boire de la bière la veille d'un attentat. Là, c'est autre chose. Mais le vrai salafiste, tant qu'il n'est pas dans la logique de commettre un attentat et se dissimuler, on le reconnaît par cette obsession de l'imitation des gens, des salafs, les pieux ancêtres, les pieux prédécesseurs. Donc, il y a le salafisme quiétiste ou piétiste, ceux qui se réfugient dans la foi pure. J'en connais à Bruxelles, j'ai un ami salafiste piétiste, il est contre le djihad, il est contre la guerre, et il est contre l'islam politique, parce que lui, il fait partie du salafisme qui pense qu'on peut utiliser la violence que lorsqu'il y a un État islamique commandé par une autorité légitime, un émir, un calife. Donc il dit, moi je suis pour le djihad, tuer les juifs, les homosexuels, mais pas en France. En Arabie Saoudite, oui, mais comme en France, il n'y a pas une succession, donc les salafistes quiétistes ou piétistes ne sont pas modérés, mais ils estiment que les conditions ne sont pas encore réunies pour qu'on applique la charia intégrale. Donc, première catégorie de salafistes, les quiétistes. On pourrait dire aussi le salafisme politique, qui lui veut avancer par certains partis politiques. Il y en a en Égypte, il y en a en Arabie, il y en a partout. Il y a aussi des pays qui sont salafistes, comme le Qatar, l'Arabie Saoudite. Alors, dans le salafisme, il y a d'autres mots. Souvent, ils sont contre les écoles juridiques, les 4 écoles juridiques. Ils sont pour une imitation intégrale. Et le Coran et les hadiths, ça suffit. Les hadiths et le Coran. C'est-à-dire le Coran et ce qui complète le Coran, ça doit suffire. Ils sont contre tout ce qui est apport ultérieur, mais ils sont quand même plutôt rattachés à l'école la plus radicale de l'islam sunnite, l'école hanbalite. Pour résumer, je m'excuse, c'est trop technique, le salafisme, c'est un mot général et il se réfère plutôt à l'école
juridique du Hanbalite, qui est la quatrième école la plus dure dans l'islam sunnite. Mais les frères musulmans, comme les salafistes, djihadistes, quiétistes ou politiques, il y a 3 sortes de salafistes, quiétistes, djihadistes ou politiques, eux, plus les frères musulmans, se réfèrent à la même doctrine, Ibn Taymiyyah, le hanbalisme, Ibn Hanbal, c'est-à-dire c'est des juristes qui ont codifié la charia, etc. Et le fiqh, le droit islamique. Donc ces 2 tendances du salafisme, le néo-réformiste salafisme, frères musulmans, et le salafisme pur et dur, qu'il soit quiétiste, politique ou djihadiste, ont un certain état. Ils ont, dans l'état des lieux, selon notre service central du renseignement territorial, 160 mosquées pour des salafistes reconnus comme tels, 230 mosquées dans le giron de l'UOIF, qu'on appelle Musulmans de France, qui sont d'ailleurs à la fois dans le CFCM et chez les ennemis du CFCM, la force des frères musulmans, ils sont partout. Vous les avez dans le CFCM, mais dans ceux également qui veulent démolir le CFCM. Vous les avez avec Sarkozy qui a créé le CFCM pour eux en 2003-2005. Vous les avez ensuite sous Macron. Vous les avez tout le temps. Et c'est eux qui ont fait les grandes écoles islamiques, les lycées islamiques, Averroès et compagnie. C'est eux qui ont fait les centres. C'est eux qui ont fait l'alliance avec la gauche et l'extrême gauche. C'est les plus malins, c'est les plus politiques, c'est les plus infiltrés dans la société. Et leur doctrine, c'est l'infiltration et la pénétration et l'entrisme. Donc la différence avec un salafiste, c'est qu'un salafiste, finalement, il est assez pur. Le salafiste, sauf celui qui va mentir avant de commettre un djihad, le salafiste politique ou quiétiste, en général, il est assez rigoureux et il est assez reconnaissable. Il ne met pas de cravate, il est pur et dur, il a sa grande barbe, il n'a pas la moustache, la barbe collier, et il ne veut pas faire de transactions. Il est relativement, finalement, il est presque plus fiable. D'ailleurs, ce qui est bizarre, ceux qui luttent contre les frères musulmans en Égypte sont alliés à des salafistes quiétistes. Parce que le salafiste, lui, celui qui est quiétiste, il ne va pas forcément vouloir faire de la politique, il ne va pas s'immiscer dans les affaires politiques. Donc finalement, un laïc malin ou un anti-islamiste malin, il va combattre les frères musulmans qui sont eux, qui veulent tout faire pour infiltrer la société, et il va se mettre dans la poche quelques salafistes qui de toute façon, eux, ne veulent pas conquérir la société parce qu'ils pensent que tout est mauvais, et ils vivent un peu comme des témoins de Jéhovah dans leur club. Donc c'est important de comprendre ces nuances, et c'est pour ça que les frères musulmans se font passer pour des gens fréquentables, parce qu'ils disent, nous quand même, nous on met des cravates, on est capable de s'allier avec la gauche, on est même capable de défendre quelqu'un qui est LGBT, vous voyez, on est cool, tandis que le salafiste, il est incapable. Un vrai salafiste pur et dur, il ne va pas défiler pour dire les LGBT ont le droit d'avoir des revendications. Voyez. Donc nous, on est un peu prisonniers de ces contradictions. Bref, 160 mosquées de salafistes, 230 mosquées UOIF, musulmans de France. Mais ça ne suffit pas de dire ça. Il y a d'autres pôles de l'islam politique. Il y a aussi le pôle indo-pakistanais du mouvement Tabligh. Le Tabligh, c'est un mouvement qui a la même école juridique de référence que les talibans, ce qu'on appelle l'école Deobandi, qui vient de 160 km de New Delhi. C'est une école d'origine musulmane indienne qui a été mise en avant par les Pakistanais. Et c'est à partir de cette école juridique que sont nés les fameux talibans. Talibans, ça veut dire les étudiants en religion qui ne faisaient qu'appliquer la doctrine des déobandes. Donc après les salafistes, les frères musulmans, on a une autre matrice de l'islam radical qui d'ailleurs a influencé les frères musulmans. C'est l'islamisme indo-pakistanais des déobandes. Et eux, si vous lisez les textes de Hassan al-Banna ou de Saïd Qutb surtout, les 2 grands théoriciens des frères musulmans, ils se réfèrent tous au Pakistan, qui est une matrice. Donc il y a plusieurs matrices, le salafisme saoudien, Abdel Wahhab, Abdel Wahhab, donc le wahhabisme, le wahhabisme saoudien qui s'est allié avec les Saouds, l'Arabie saoudite, les frères musulmans qui sont une organisation, mais surtout les frères musulmans, ils se sont inspirés à la fois du salafisme saoudien. Rachid Rida et Hassan al-Banna respectaient beaucoup l'Arabie saoudite, mais ils se sont beaucoup référés au premier État islamique de la période moderne, qui a été créé par les musulmans d'une manière assez radicale, et qui est le seul État qui a la bombe atomique parmi les pays musulmans, le Pakistan. Le Pakistan a beaucoup influencé la pensée des frères musulmans, il ne faut pas l'oublier. Et derrière le Pakistan, ou l'islam indo-pakistanais, qui est très anti-hindouiste, qui est obsédé par les mécréants, les polythéistes, on a une association très connue, les Tabligh, on a aussi les déobandes en général, on a aussi le Jama'a Islami, qui est très présent en Angleterre. Bref, il y a aussi un pôle indo-pakistanais extrêmement radical, qui a l'obsession de la pureté. Par exemple, dans le Tabligh, une fois, je m'étais un peu infiltré dans la mosquée de Saint-Denis
à La Réunion, et j'avais été frappé dans la bibliothèque. J'ai retrouvé un manuel en France, à La Réunion, d'un islam soi-disant modéré qui tient la plus grande mosquée de La Réunion. Et sur plusieurs pages, c'était écrit à quel point l'infidèle est infréquentable car il est impur. Ne le fréquentez pas, ne le touchez pas, ne lui serrez pas la main, ne lui parlez pas parce qu'il peut vous postillonner. Le moindre postillon va vous contaminer. Il ne faut pas serrer la main, il ne faut même pas manger à côté d'un mécréant parce que s'il a touché l'assiette, votre assiette, il a touché du porc avant, votre assiette est contaminée par l'homéopathique porc qui est resté peut-être sur l'empreinte digitale. Enfin, ils sont complètement fous. C'est une obsession. Ils sont complètement obsessionnels par l'impureté de l'infidèle, les fait se replier. Et ils sont très importants. Ils sont dans le Conseil français du culte musulman. Ils ont pignon sur rue en Belgique, en France, en Allemagne, en Angleterre, dans toute l'Europe. Donc il n'y a pas que les frères musulmans et les salafistes, il y a aussi le tabligh, l'islam indo-pakistanais, qui a plus d'une centaine de mosquées aussi chez nous et beaucoup plus encore en Angleterre. Et on a aussi l'islam turc, ce que j'appelle néo-ottoman. Non seulement Erdogan, l'État turc, vous savez, a un ministère des religions qu'on appelle le Diyanet, et ils ont des consulats dans tous les pays européens qui gèrent des imams. D'ailleurs, c'est la Turquie qui a le plus d'imams détachés, 50% des imams détachés sont turcs. Et la DİTİB, c'est le consulat, c'est les consulats turcs qui gèrent les imams pour le compte du ministère de la religion en Turquie, donc DİTİB, Diyanet, ils ont un réseau très très important d'imams. Quand la Turquie était laïque, les imams de l'État turc, de la DİTİB, étaient plus ou moins sous contrôle, c'était les imams ataturkistes. Mais depuis 2002-2003, que Erdogan a réussi à démanteler l'islam d'Atatürk, qui était un islam en gros relégué à la religion. Atatürk disait, tu peux être musulman, mais tu ne te mêles pas, ni de près, ni de loin, de politique. Ça, c'est fini depuis très longtemps. Tous les imbéciles qui ont dit la Turquie doit rentrer dans l'Europe parce qu'il y avait Atatürk qui était un homme très laïque, mais c'est complètement débile. Quand on a voulu faire entrer la Turquie dans l'Union européenne, donc candidature 87, acceptation 99, début des négociations 2004-2005, on nous disait tout le temps, c'est l'islam d'Atatürk. On peut faire entrer les Turcs dans l'Union européenne, mais c'est complètement fou, car depuis déjà plusieurs années, depuis les années 80, le laïcisme d'Atatürk était totalement effacé de la carte turque. C'était fini. Il y a très longtemps, même les militaires étaient devenus beaucoup plus islamiques. C'est fini depuis très longtemps la laïcité turque. Donc pendant quelques décennies, l'islam officiel turc pouvait être, disons, encadré par l'État et pas trop islamiste. Mais depuis qu'Erdogan, qui est un admirateur du Pakistan, de l'islam pakistanais et des frères musulmans, est là, et le grand allié du Qatar, bien entendu, l'islam turc officiel, c'est de l'islamisme, puisque c'est un islam, en gros, frères musulmans. La Turquie, d'ailleurs, d'Erdogan, accueille chaque année le grand congrès international des frères musulmans, qui a pour but de rétablir un jour un califat, et on va procéder à cela par étapes. Donc vous voyez, salafistes saoudiens. Pourquoi je dis saoudiens? Les premiers qui ont répandu le salafisme chez nous, ce n'est pas des salafistes djihadistes. C'est le salafisme officiel de la Ligue islamique mondiale, une organisation de l'Arabie saoudite qui a développé, qui a financé à hauteur de 80 milliards de dollars. On a eu des études de la fille de l'ancien ministre du pétrole saoudien, Yamani, qui ont été croisées avec des études du Trésor américain, donc c'est deux sources très différentes, et les experts s'accordent à dire qu'entre 70 et 90 milliards de dollars ont été dépensés rien que par la Ligue islamique mondiale depuis les années 70-80 pour répandre le salafisme dans le monde. C'est-à-dire, le Trésor américain a fait un calcul 7 à 10 fois plus que ce que la Russie soviétique a financé en termes de partis communistes dans le monde. Vous imaginez, jamais un totalitarisme a eu autant de fric derrière lui. Et ce n'est pas pour rien que le salafisme a pignon sur rue chez nous. Le salafisme en France, c'est quoi? Ça n'a pas commencé avec des djihadistes ou l'imam de Brest, le fou qui a dit vous serez transformé en porc si vous aimez la musique. Ça a commencé de manière très officielle. Le roi d'Arabie Saoudite a implanté sur 2000 mètres carrés à Mantes-la-Jolie une grande institution, la Ligue islamique mondiale. À Bruxelles, en 78, c'est vieux, le roi belge, compromis, a reçu son homologue saoudien et il a confié à l'Arabie Saoudite la formation des musulmans dans les écoles publiques par l'Arabie Saoudite. Vous avez bien entendu, avec l'argent des Belges, par l'école publique, parce qu'en Belgique, il y a un concordat. En Belgique, on paye les imams, les rabbins et les curés. Avec l'argent des Belges, depuis 1978, les musulmans belges ont reçu un islam avec des manuels scolaires saoudiens.
avec la grande mosquée de la Ligue islamique mondiale qui a 3000 mètres carrés à Bruxelles. Là aussi, c'était l'islamisme officiel, salafiste, mais saoudien, c'est-à-dire d'un État allié de l'Occident. La Turquie, n'en parlons pas, elle a le plus grand nombre d'imams détachés. Le Pakistan, ça a été un allié pendant toute la guerre froide. Vous voyez le lien avec le sujet de tout à l'heure. Les amis de la guerre froide, les amis de l'OTAN ont le droit d'être islamistes et être nos ennemis civilisationnels dès lors qu'ils font partie du camp, entre guillemets, occidental. Et voilà pourquoi, structurellement, on ne peut rien faire contre l'islamisme radical. Donc, je voulais vous faire un panorama de ces matrices. Vous voyez, il y a les frères musulmans, les salafistes, l'islam turc, l'islam pakistanais, et ce n'est pas fini. Moi, j'ai souvent dit que l'islam algérien était le plus modéré. Il y a des contrepoids. J'étais très ami de Boubaker, l'ancien recteur de la mosquée de Paris, qui est parti, il commençait à être âgé, mais il avait un côté un peu nounours sympathique, et mais au niveau humain, très, très, très sympathique. Il se contrefiche totalement de la charia et plutôt soufi. Mais effectivement, Boubaker, on ne peut pas douter, malgré ce que certains ont dit, ce n'était pas du tout un islamiste. Mais la mosquée de Paris n'est plus dirigée par lui. Et la mosquée de Paris, de toute façon, elle ne contrôle pas ses ouailles. Un exemple, à Toulouse, récemment, il y a un imam algérien du réseau de la mosquée de Paris, parce que la mosquée de Paris, ce n'est pas que la mosquée de Paris, c'est plus de 150 mosquées dans toute la France. Un imam du réseau de la mosquée de Paris a appelé à tuer les juifs pour faire le djihad. C'était à Toulouse, il a été sanctionné. Il faisait partie du réseau de la mosquée de Paris. Donc ça veut dire que même les pôles plus ou moins modérés, marocains, comoriens ou algériens, ils n'ont pas que des modérés dans leur rang, même si une élite peut être modérée. Ils ont aussi des salafistes, parce qu'en Algérie, 30% des mosquées sont tenues par les salafistes. Donc vous voyez, on peut dire qu'on a le choix en France, soit entre des islamistes réels, politiques, qui ont un but, le califat, lutter contre les mécréants, l'Occident, et un jour coloniser l'Europe. Ils ont une logique vraiment prédatrice, irrédentiste, conquérante. Soit on a un islam consulaire, ou les deux à la fois, parce que la Turquie c'est à la fois consulaire et islamiste radical, soit on a un islam consulaire comme le Maroc et l'Algérie ou le Pakistan, la Turquie ou d'autres, qui en fait veulent pérenniser leurs ouailles comme des extérieurs. Ben oui, parce que c'est un vote, c'est beaucoup d'argent, mais c'est surtout aussi de l'électorat. Quand vous êtes turc, tunisien, algérien ou marocain, si vos sujets ne s'intègrent pas grâce à l'islam rigoureux, ils vont rester dans une mentalité, en gros, il ne faut pas se marier avec une mécréante, il faut aller la reprendre au bled, bien vierge, tout ce qu'il faut, 17 ans, etc. Donc, si vous voulez, plus la personne est réislamisée, moins elle s'intègre, plus elle va être tentée de se marier avec quelqu'un du bled, et plus elle va pérenniser son statut d'étranger, elle va rester double nationale. Et donc, elle va constituer une réserve de voix. Un peu l'attention, cher monsieur. Non, je plaisante, je plaisante. Elle va constituer non, non, mais ça ne gêne pas du tout, c'était une plaisanterie, je m'adressais à lui. Et elle va constituer une réserve de voix. Donc, vous voyez, il n'y a pas que de la religion. Les États qui ont une logique consulaire ont tout intérêt, eux aussi, à faire de l'islamisme. Le Maroc, ne croyez pas que le Maroc est très modéré. Le Maroc a très souvent hurlé contre les lois laïques, contre les lois sur le voile. Le Maroc, moi j'ai assisté à Bruxelles, c'était assez sidérant. Il y avait le Premier ministre, il y avait 4 ou 5 ministres du gouvernement. C'était une soirée sur la diversité organisée par une organisation marocaine. Il n'y avait aucune diversité. C'était l'apologie du Maroc, du matin pendant toute la soirée. C'était soi-disant une soirée des awards, où on allait récompenser des bons citoyens belges d'origine marocaine qui étaient intégrés. Non, il y avait plein de gens voilés, il y avait une apologie du Maroc du début à la fin, aucune allégeance à la Belgique, aucune gratitude envers le pays d'accueil, et il y avait même un représentant du roi qui incitait les gens présents à ne jamais s'intégrer, à rester marocain tout le temps, même après 4 générations. Donc ce qu'avait dit le roi du Maroc était prophétique. Donc vous voyez, même ces États soi-disant amis, parce qu'il y a le concours des comiques à Marrakech avec, je ne sais plus comment il s'appelle, Jamel, etc. Alors tout le monde, les bobos, les bourgeois, ils adorent aller à Marrakech. Alors on a l'image du Maroc super tolérant, parce que là-bas, vous savez, il y a un proverbe, on dit souvent au Maroc, c'est pas il n'y a de Dieu que Dieu et le prophète et son envoyé, c'est qu'il n'y a de Dieu que le dinar. C'est les proverbes. C'est-à-dire que c'est un pays où effectivement tout est possible parce qu'il y a une énorme corruption, puis il y a une certaine tolérance. Il ne faut pas croire que l'islam marocain est tolérant. C'est tolérant de facto, dans les faits, parce qu'il y a le business, il y a plein de tolérances, je dirais, non officielles. Mais l'islam marocain officiel qui forme les imams chez nous, marocains,
c'est un islam très rigoureux, qui est contre toute mixité, qui est pour l'infériorité de la femme, qui valide quand même un certain nombre de dispositions de la charia, puisque c'est le waqf, et au Maroc, la charia est la source de la loi. Et le roi est le descendant du prophète. Il ne peut pas, ni de près ni de loin, être laïque. Donc, on a le choix entre des islamistes ou des pays musulmans qui n'ont aucun intérêt à l'intégration parce que ça peut favoriser leur élection si on ne s'intègre pas. Et donc, on n'a pratiquement qu'un islam contraire à nos intérêts, qui ne développe absolument pas un islam de France. Et il est urgent de faire un islam de France. Ma conclusion, elle sera moins pessimiste que cela. Le problème, ce n'est pas les musulmans. Moi, je pense vraiment, et ce n'est pas de la démagogie pour avoir l'air modéré. Je me fais parfois engueuler par mes lecteurs. « Ouais, vous êtes devenus presque macroniens, etc. » Non, je pense qu'on a un devoir d'intelligence. On est chrétien, on n'est pas là pour prêcher la haine ou alors avoir l'air d'une caricature de ce qu'on n'est pas. Je pense qu'on doit proposer des solutions. Et si on est intelligent, on sait très bien que l'être humain n'est que le fruit d'une manipulation. Parce que finalement, on est tous formatés par un contexte. Donc, si un musulman est formaté dans un contexte, par exemple les écoles de mon ami Mestrallet, Espérance banlieue, si un type est formé dans une école où on apprend les valeurs du drapeau, de la France, de la laïcité, du respect, et on lui dit, même si tu aimes le voile, ici non, etc. Et ça marche, et ces écoles marchent très très bien, eh bien le jeune musulman va être un bon Français, qui aura une foi musulmane, mais il aura intériorisé l'idée que la foi c'est privé. Mais on ne leur apprend plus ça. Par contre, on les a confiés à des gens, des États, l'islam consulaire, ou à des organisations, frères musulmans et autres, qui leur ont appris que l'islam c'est politique, c'est à la fois politique et religieux. C'est vrai dans l'orthodoxie. On me répond souvent, mais vous êtes naïf. Je reçois souvent des mots, ouais, j'ai pas aimé ce que vous avez dit, il y a un islam modéré, c'est pas vrai, ça n'existe pas, etc. Oui, mais si on dit ça, on va pas trouver beaucoup de solutions. Hein. C'est comme ceux qui veulent discuter avec Poutine en disant, vous avez totalement tort sur toute la ligne et on fera aucune concession. La politique, c'est trouver des justes milieux, des solutions, sinon c'est la guerre de tous contre tous. Et donc, c'est vrai que l'islam orthodoxe prévoit de mélanger politique et religion. Mais qu'est-ce qui nous empêche de mettre des limites à ça? Je vais vous donner un exemple. Bourguiba, en Tunisie. Bourguiba, il avait rompu le jeûne du Ramadan ouvertement en disant quand il fait chaud, on a le droit de prendre un jus d'orange ou autre chose, etc. On n'est pas tout à fait débile, hein, la loi, elle est pas mal, mais regardez, c'est comme le Premier ministre israélien, c'est un religieux. Il n'a pas le droit de faire de politique ou de business pendant le Shabbat. Mais en invoquant la notion de nécessité, hier, il a pris son avion du Mossad, il est allé voir Poutine, et il a dit « j'ai rompu ». Les religieux étaient choqués, il a dit « non, je regrette le principe, quand on est intelligent, on peut parfois mettre de côté le rituel ». Mais les musulmans, ne les sous-estimez pas, ils ne sont pas débiles. Il y a des musulmans qui sont capables d'avoir une vision privatisée, plus modérée, plus, j'allais pas dire laïque, mais privatisée de la religion. C'est peut-être pas conforme à la charia, certes, mais on n'est pas obligé d'accepter la charia. Bourguiba avait dit l'islam, ok, mais l'islam, l'iman, la foi, pas l'islam, soumission. Islam, c'est une notion politique. D'ailleurs, Abdelwahab Medeb avait écrit un livre fantastique, et Zeridour aussi. Zeridour avait écrit le voile et la bannière, un livre fantastique, et il expliquait quelque chose qu'on ne vous dit jamais. Dans l'islam, il y a l'islam extérieur, politico-religieux, auquel on doit se soumettre, c'est un ordre. Et ce n'est même pas la peine de croire. Mahomet a converti plein de gens dont il savait qu'ils n'étaient pas des croyants. Ils se soumettaient. Eslam taslam, disaient les premiers conquérants musulmans, soumets-toi et tu seras épargné. Ça ne veut pas dire crois sincèrement. Soumets-toi à un ordre, c'est nous les patrons, et tu seras épargné. C'est tous les djihadistes, d'ailleurs, ils le disent, les grands conquérants musulmans l'ont dit. Par contre, Slimane Zeridour disait, il y a aussi l'iman, la foi. Et donc, si on sépare les deux, même dans l'islam, ça existe quand même cette notion de foi. Donc, on pourrait susciter un islam de France. Alors, on me répondra, ouais, mais c'est pas le vrai islam. Peu importe, on s'en fout. Vous savez, est-ce que vous croyez que tous les catholiques sont super orthodoxes? Ils appliquent toutes les règles de la catholicité. Moi, je n'ai jamais rencontré un seul qui vraiment soit totalement cohérent. Donc, ne croyons pas qu'un musulman, il est totalement calqué sur le Coran. Il n'y a pas un ADN ou un chromosome totalement chariatique dans chaque musulman. Moi, je connais plein de musulmans qui n'ont pas du tout envie d'appliquer la charia parce qu'il y a quand même l'intelligence humaine. Faisons confiance à l'intelligence humaine de nos compatriotes. Il y a des musulmans qui sont capables de faire un islam différent. Mais on leur a proposé, je le répète, qu'un islam géré par des étrangers et des islamistes. Donc c'est logique qu'ils soient de plus en plus pour la charia.
L'Institut Montaigne a fait un sondage, 30% des jeunes pour la charia, et si on rajoute les 28 autres pourcents qui quand même préfèrent la charia à l'ordre laïque, les 3/4 des jeunes sont plus pour l'islam que pour la République. Mais ça, c'est le résultat du fait qu'on les a confiés à des frères musulmans, à du tabligh, à des salafistes, à des Turcs néo-ottomans, à des Indo-Pakistanais. C'est lourd quand même, mettez-vous à la place d'un musulman dans les banlieues. Il n'a pratiquement que des islamistes autour de lui ou un islam consulaire qui lui dit ne surtout pas t'intégrer. Le roi du Maroc disait d'ailleurs très fièrement, même après 4 générations, on sentait que c'était ce qu'il voulait. Hein. Vous n'arriverez jamais à les intégrer parce que lui, en tant qu'irrédentiste marocain, roi du Maroc, c'est des sujets, ce n'est pas des citoyens, c'est des sujets. Un sujet, il restera mon sujet tout le temps. Et donc on a confié nos musulmans qu'à des gens qui ont une notion de sujet ou des islamistes, et les deux sont effrayés par toute forme d'intégration. Mais ça devrait nous rendre un espoir, tout cela. Ça veut dire que si nous confions nos musulmans à des gens qui ont une vision de l'islam privatisée, ce qui a été possible, puisque le Shah d'Iran l'avait fait, Bourguiba l'a fait en Tunisie, Atatürk l'a fait en Turquie, ça a duré un certain temps, et Ismet Onunu, son successeur, il avait réussi. Et on a d'autres pays qui ont eu une expérience, par exemple l'Albanie. L'Albanie, moi ce qui m'a frappé, c'est que c'est le seul pays musulman où on accepte parfaitement que des gens se convertissent ouvertement au christianisme. Mère Teresa est très bien vue en Albanie, je ne parle pas du Kosovo. Donc, pourquoi ? Parce qu'en Albanie, il y a les Bektashi. C'est un courant de l'islam soufi et chiite en même temps qui est très très modéré. Ils ne sont pas majoritaires, mais ils ont gagné pas mal d'élites et ils ont imprimé dans la société leur vision très cool, très modérée de l'islam. Donc ce n'est pas totalement impossible. Si en Albanie, il y a un islam relativement modéré, ou alors en Ouzbékistan, vous savez qu'en Ouzbékistan, c'est beaucoup plus difficile d'être islamiste qu'ici. L'islamisme a 1000 fois plus d'espace en Europe qu'en Ouzbékistan, qu'en Albanie, qu'aux Émirats. Les Émirats, ils viennent maintenant de mettre le dimanche comme jour férié, pendant la semaine, alors que c'était le vendredi. C'est assez étonnant, j'en parlais avec l'imam Chalgoumi qui était émerveillé. Aux Émirats maintenant, il y a plein d'églises et des synagogues, les Israéliens peuvent venir alors qu'avant c'était le juif mécréant. Donc il y a des choses qui bougent, il ne faut pas être totalement désespéré. Donc s'il y a des pays musulmans qui ont banni totalement les frères musulmans, les Émirats ont totalement banni, interdit les frères musulmans considérés comme une organisation terroriste. Alors on peut me dire, ouais mais c'est parce que c'est les dictateurs. Non, les grands mouvements terroristes ont été créés par des frères musulmans, le Hamas et Al-Qaïda. Al-Qaïda a été créé par un cadre des frères musulmans, Abdullah Azzam, qui était le maître spirituel de Ben Laden. Donc on pourrait très bien, c'est ce que j'ai fait quand j'étais invité à la commission du Sénat sur la radicalisation, on a été auditionné pas mal de personnes. Avec Razavi, nous avions écrit le projet et on a dit pourquoi ne pas interdire une organisation avec la loi existante. On arrive bien à interdire des révisionnistes et des fachos, des nazis, tout ce que vous voulez, des extrêmes. Eh bien, je regrette, mais un frère musulman, dans sa doctrine, il doit combattre les juifs. Il doit soumettre les femmes, frapper sa femme. Il a 3 raisons pour lesquelles il peut tuer quelqu'un, le mécréant, l'adultère et le blasphémateur. Une organisation qui prône le meurtre pour des raisons religieuses, qui prône l'infériorité des femmes, l'antisémitisme le plus absolu, la haine envers les mécréants, les athées et les chrétiens. Une organisation qui a été très liée au nazisme. Les frères musulmans ont été très très liés au nazisme à travers leur bras droit en Palestine qui s'appelait le Grand Mufti de Jérusalem. On aurait plein de motifs pour faire tomber sous le coup de la loi cette organisation à côté de laquelle l'extrême droite française, c'est des rigolos. C'est comme ce que je disais sur Azov tout à l'heure. Hein. Eux, ils sont comme Azov. Il faut savoir que Kardawi, la plus grande autorité spirituelle des frères musulmans, je le dis parce qu'il faut prouver ce qu'on dit. C'est facile de dire qu'ils sont nazis. Maintenant, tout le monde se traite de nazis. C'est triste. Hein. On est dans un Occident obsédé par le mot nazi, facho. Donc, il faut faire attention à ces termes. Mais là, ce n'est pas faux. Les frères musulmans ont un leader spirituel très connu qui s'appelle Youssef El-Qardawi, l'homme qui a écrit le best-seller en vente libre en France, dans lequel on apprend sur quelle partie on cogne sa femme quand elle est pas obéissante. Sympa quand même, messieurs, si vous ne le saviez pas. Vous pouvez apprendre en lisant le best-seller, donc le livre le plus vendu des frères musulmans en Europe, traduit dans toutes les langues. On peut l'acheter à la FNAC. J'ai jamais réussi à le faire interdire. J'en ai parlé à 3 ministres de l'Intérieur en 20 ans. Ils n'ont jamais voulu l'interdire. Ce livre explique sur quelle partie du corps on va frapper sa femme. Parce que alors, Kardawi dit il faut quand même être tolérant. On ne frappe pas n'importe où. On évite les yeux, les ovaires et les seins, quand même, il faut être humain. Et on ne frappe pas trop fort. On frappe juste assez pour qu'elle comprenne qu'elle doit arrêter d'être insolente.
Et ça, c'est en vente libre en France. Imaginez si la fraternité Saint-Pierre, que j'aime bien, avait un livre « Quelle partie du corps on corrige sa femme quand elle a été un peu insolente parce qu'elle n'a pas obéi aux règles de la Bible, où la femme quand même doit être soumise à l'homme », je pense qu'on aurait été interdit depuis très longtemps. Donc, d'où vient cette tolérance unilatérale? Ça, c'est étonnant quand même. Mais il faut savoir qu'il y a pire. Dans ce même livre, en vente libre, allez sur Internet, ça s'appelle « Le licite et l'illicite ». El halal ou el haram. Le licite, Annie Laurent le connaît bien, le licite et l'illicite. Mais il y a un autre exemple. Un jour, Le Monde avait fait l'apologie, après m'avoir vilipendé dans un article horrible sur l'islamophobie. Au même moment où j'étais traité d'islamophobe dans Le Monde, je me rappelle, en 2002, il y avait un article apologétique sur El Jazairi. Annie Laurent doit le connaître. El Jazairi, c'est un autre, ça veut dire à l'algérien, c'est un autre propagandiste fréro-salafiste, en vente libre en France. On peut l'acheter à la FNAC. Alors lui, c'est encore mieux, il dit le jihad fi sabilillah est tellement important, donc l'effort de guerre sur le sentier de Dieu est tellement important qu'on peut même sacrifier le budget vêtements et nourriture pour économiser le maximum d'argent pour acheter des armes. En vente libre en France, c'est El Jazairi. Mais il y en a plein comme ça, il y a plein de textes, sans parler des textes des grands commentateurs de la charia et des hadiths, Muslim, Bukhari, ils ont tous des chapitres entiers. Annie Laurent connaît très bien, c'est les commentateurs de la loi. Il y a plein de chapitres d'une violence inouïe. Comment on tue, comment on égorge, dans quelles circonstances, etc. Il y a plein de textes d'appel à la haine, à la violence absolue, mais sous couvert de religieux. Un jour, Sarkozy, qui était complètement ignorant sur ces sujets, je lui avais dit, mais ce qui était rigolo, j'étais venu avec 2 musulmans, dont Rachid Kassi, 2 musulmans essayaient d'expliquer à Sarkozy, soi-disant homme de droite qui voulait le Karcher, on essayait de lui expliquer que ce n'était pas bien de faire le Conseil français du culte musulman avec les frères musulmans. Et Sarkozy qui répondait « Ah non, c'est une super idée parce qu'ils sont conservateurs, ils voteront pour la droite et tout ». Le degré de stupidité quand même de certains conservateurs. Et donc, c'est pour ça qu'on n'a pas réussi à faire interdire leurs livres, parce que Sarkozy, je me rappelle, m'avait répondu « Quand même, on ne peut pas interférer dans la vision religieuse de quelqu'un. Ça, c'est à partir de textes religieux. Alors, si un texte religieux dit qu'il faut zigouiller les grands-mères, on ne va pas interdire le texte. Non mais on se demande quand même où l'Occident a le cerveau, quand même, c'est assez incroyable. Et donc, voilà, on tolère le fascisme islamiste, parce qu'aujourd'hui, tout le monde se traite de facho et de nazi, mais bizarrement, les seuls qu'on devrait traiter vraiment, et qui sont le nouveau, ce que j'appelle le fascisme du Sud, l'islamisme radical, et antisémite, antichrétien, anti-athée, anti-homosexuel, misogyne, conquérant, radical et violent. Toutes les caractéristiques du totalitarisme, qu'il soit nazi, communiste, etc. L'islamisme, c'est pour ça que j'avais créé en 2001 l'expression le totalitarisme islamiste. J'en avais marre, après le 11 septembre, je ne sais pas si vous vous rappelez, pour ceux qui sont vieux comme moi, en 2001, il y a tout un tas de pseudo-experts qui nous disaient « Oui, le 11 septembre, c'est horrible, tous les intégrismes sont condamnables, les 3 religions… » Alors, ce qui était rigolo, il y a des islamistes qui butent des mécréants américains, et on nous dit « C'est la faute du monothéisme ». Je me rappelle d'un article dans Le Monde d'El Castillo. Les responsables, c'est ceux qui ont inventé les lois du décalogue. Les premiers monothéistes, donc les juifs, après les chrétiens, ils ont été tertulliens aussi, ils voulaient voler les femmes, etc. Et on nous expliquait après le 11 septembre que les 3 religions se valent, et si c'est l'intégrisme le coupable, c'est tous les intégristes. Et comme il y en a dans les 3 religions, en fait, c'est extraordinaire. L'islam les pro-musulmans accusaient finalement les chrétiens et les juifs d'être co-responsables du 11 septembre parce que ça venait de l'intégrisme en général. Or, il existe des intégristes absolument pacifistes. Le fameux film sur les Amish est très clair, rappelez-vous, ils n'ont même pas le droit de rendre une baffe. On peut être un intégriste, parce que les Amish, ils le sont, ils vivent au Moyen-Âge. Ils sont contre l'électricité, ils sont contre tout. Ils vivent dans des campagnes, on en voit en Argentine, au Brésil, en Amérique. On peut être un intégriste et ultra pacifiste. Donc la catégorie d'intégriste est stupide. L'islamisme radical, il est conquérant, violent, manipulateur, et en plus, ils ont le droit de mentir. Il n'y a rien d'intégriste. Quand on peut mentir, voler, et quand on peut même recruter des voyous, parce que c'est la violence absolue. Il faut terrifier l'ennemi par la violence. On est très loin de l'intégrisme. Non, l'islamisme radical, ce n'est pas un intégrisme. Ce sont parfois des intégristes, mais c'est une lecture politique du religieux pour le pouvoir absolu et la soif de domination. Comme le nazisme, comme toute forme d'impérialisme conquérant, irrédentiste. Et donc, si on a compris ces catégories, si on ne mélange pas tout, parce qu'en philosophie, en sciences politiques, on a des catégories, un intégriste, ce n'est pas pareil qu'un totalitaire, et finalement, l'islamisme remplit plus les cases de la définition du fascisme selon Umberto Eco, il appelait ça le urfascisme, ou même le nazisme, parce que finalement, il y en a un qui était pour la lutte des races, l'autre pour la lutte des religions, mais les deux sont suprémacistes. L'idée qu'on est supérieur aux autres,
N'oubliez jamais que les islamistes disent en permanence, selon la sourate 303, nous sommes supérieurs. Vous êtes la meilleure communauté suscitée parmi les hommes. Vous interdisez ce qui est blâmable et vous autorisez ce qui est licite. Très important. Ne prenez pas pour amis les juifs et les chrétiens, ils sont mal intentionnés, etc. On a plein de sourates qui font allusion à la supériorité, la supériorité de la communauté musulmane. Donc on a affaire à un suprémacisme conquérant, violent, misogyne, christianophobe, judéophobe, raciste, foncièrement raciste, parce que la judéophobie c'est le racisme, et l'anti-occidentalisme primaire est du racisme aussi. Donc c'est une organisation que l'on pourrait condamner très facilement, ainsi que les salafistes, les frères musulmans, l'islamisme turc d'Erdogan, le tabligh indo-pakistanais, toutes les associations dont je vous ai parlé tout à l'heure pourraient tomber sous le coup de la loi. Donc voilà, ma conclusion, c'est qu'en interdisant, Macron a fait quelque chose d'intéressant. Il a dénoncé le séparatisme islamiste, il a désigné l'islamisme turc et frères musulmans. C'était un progrès par rapport à ceux qui n'avaient jamais rien dit. Mais là, il faut aller plus loin. Si Macron était cohérent, puisqu'il a désigné le séparatisme islamiste, il faut interdire ceux qui œuvrent au séparatisme islamiste. Donc il faut interdire toutes les organisations islamistes radicales, pas pour nous, parce qu'on serait islamophobe, pour sauver nos compatriotes musulmans. Moi, j'ai rencontré des légionnaires musulmans français qui adoraient la France, ils étaient prêts à se battre, même contre des citoyens de pays musulmans, pour la France. Ça existe. On peut faire des musulmans patriotes, ça existe. Ne croyez pas que c'est foutu, ne croyez pas à ceux qui sont dans le désespoir, qui nous disent tout le temps c'est foutu, ils sont de plus en plus nombreux, ils sont tous islamistes, ils sont de plus en plus islamistes. Non, c'est pas foutu. Si on a le volontarisme de les intégrer, de les couper de l'influence islamiste extérieure, de leur transmettre le patriotisme intégrateur, ce que j'appelle le patriotisme, transmettre l'amour de soi. Si on fait tout cela, eh bien, il faudra une ou deux générations, c'est clair, un général le disait récemment, il y a une ou deux générations paumées, perdues, parce qu'on leur a appris que la haine de la France. Et en même temps que les gauchistes leur apprenaient la haine de la France, ou les indigénistes, les islamistes leur disaient qu'il ne fallait pas s'intégrer à l'impureté occidentale. Donc, il y a des pistes, et je pense vraiment que tout n'est pas foutu. Le pire ennemi de votre cause, de votre idéal, si vous aimez la France, la civilisation européenne, chrétienne, tout ce que vous voulez, le pire ennemi, ce n'est pas l'islamiste radical, c'est les traîtres de chez nous, c'est ceux qui transmettent le désespoir, c'est ceux qui pensent que tout est foutu, et c'est ceux qui ne font rien. Mais je pense vraiment que sans la complicité de gens chez nous qui ont permis tout cela, les musulmans seraient en majorité pas du tout intégristes aujourd'hui ou islamistes, si on ne les avait pas mis dans les mains des islamistes. Voilà, je vous remercie et j'espère que je vous ai donné quelques grilles de lecture.